Alors, si vous avez des questions s'agissant de ce programme, on va les garder, les mettre de côté pour aborder l'autre expérimentation dont on va parler avec Magali Ségretin et puis Monsieur Robichon. Venez peut-être tous les deux, comme ça vous allez pouvoir nous exprimer un peu le détail de En santé à l'école. L'article du Monde est affiché sur les murs. Hein. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. C'est plutôt valorisant ce qui a été écrit à travers une observation à la Chapelle-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. Alors, qui commence parmi vous deux, Monsieur Robichon, pour nous parler de ce programme qui est mis en œuvre ici, dans le département? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Jean-Yves Robichon. Je suis inspecteur de l'éducation nationale. Alors, doyen des inspecteurs, ça veut dire que je représente les 80 inspecteurs de l'éducation nationale de l'Académie de Nantes qui ont en charge les écoles, c'est-à-dire les inspecteurs du premier degré que vous connaissez probablement. Je suis également à ce titre-là le conseiller du recteur sur toutes les questions qui touchent le premier degré, c'est-à-dire les écoles maternelles et élémentaires. Et c'est à ce titre-là que je suis aujourd'hui devant vous, pour vous parler d'un programme que nous mettons en œuvre avec Madame Ségretin et avec l'ARS, un programme qui s'appelle En santé à l'école et dont l'objectif est de développer chez les élèves de CM1, CM2, c'est-à-dire 8, 9, 10 ans, un programme de renforcement des compétences psychosociales. Alors, effectivement, nous sommes dans l'actualité, puisque hier, dans le supplément Sciences et médecine du Monde, un article était consacré à cette expérience. C'est un article où il y a un reportage, mais où il y a également des interviews de scientifiques qui montrent bien toute l'importance qu'il y a à travailler le plus tôt possible ces questions-là auprès d'un public de jeunes enfants. Alors, mon intervention, c'est peut-être d'abord d'essayer de vous présenter pourquoi nous faisons ça, nous, Éducation nationale, comment on se situe et comment finalement se construit un partenariat entre l'ARS d'une part et le rectorat, mais aussi comment ce partenariat fait appel à des partenaires opérationnels sur le terrain qui mettent en œuvre très pratiquement, très concrètement le programme. Et à ce moment-là, je passerai la parole à Madame Ségretin qui rentrera vraiment dans le détail de ce que nous faisons ensemble auprès de ces élèves. Alors, la première chose que je veux rappeler, c'est que l'éducation nationale, elle est en pleine mutation. L'école bouge beaucoup. L'école est toujours dans notre pays une question qui fait débat, et les missions de l'école ont été rappelées, précisées dans la loi d'orientation du 8 juillet 2013. Alors, je vous fais grâce de la lecture de l'ensemble de la loi, évidemment, mais je vous ai mis sur le diaporama 2 extraits qui, finalement, justifient notre action dans le cadre de ce programme. La première chose, c'est qu'il est rappelé dans la loi que les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Et ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. Je pense que le deuxième point, la réduction des inégalités en matière de santé, est un point vraiment déterminant dans le programme que nous allons vous présenter. Il faut entendre le terme santé dans son sens général. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une conception de la santé scolaire à quelque chose qui est beaucoup plus global, général. Et nous relions la notion de santé à la notion de bien-être. Il ne s'agit pas simplement de vérifier les vaccins, de s'assurer que les enfants ont une bonne croissance. Enfin, tout ça est certainement très important, mais là où nous allons agir dans ce programme-là, c'est vraiment sur le bien-être des enfants. Le deuxième point que rappelle la loi, c'est l'amélioration du climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et d'insécurité. Vous savez combien ces questions-là sont des questions qui peuvent mettre à mal les écoles, qui peuvent mettre à mal le parcours scolaire des élèves, et nous devons les traiter lorsqu'elles surviennent, mais nous devons surtout avoir des politiques qui ont pour objectif de prévenir ces phénomènes de violence qui peuvent arriver dès l'école élémentaire. Pour cela, nous mettons en place dans notre système éducatif ce que nous appelons un parcours éducatif de santé. On voit bien que nous inscrivons notre action dans une certaine continuité qui va de l'école maternelle jusqu'à ce que les jeunes sortent du système éducatif.
Et on le voit bien dans les attendus de ce parcours de santé, que les leviers, c'est le bien-être, c'est réduire les inégalités, et c'est réduire les inégalités en intervenant au bon moment, c'est-à-dire au moment où se développent les compétences et les connaissances des élèves. C'est vraiment, pour nous, stratégiquement, la question c'est quand est-ce qu'on commence à prévenir. Et le pari que nous faisons dans l'académie, avec le recteur et avec l'ARS, c'est que cette prévention, elle doit être la plus précoce possible dès l'école. Le parcours éducatif de santé, il a 3 entrées. Et elles sont importantes parce que très souvent, quand on parle de parcours, il y a un élément que nous oublions, c'est que l'acteur du parcours, c'est l'élève. C'est-à-dire que parfois c'est très bien, on voit des parcours, mais tout est cohérent pour nous, mais la personne concernée ne sait pas qu'elle est en train de faire un parcours. Donc ce qui est important, c'est que le premier intéressé, l'acteur, l'élève, soit acteur de son parcours. Donc faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de prendre en charge sa propre santé. C'est pas rien de faire ça. C'est-à-dire que ça suppose vraiment des entrées qui sont multiples. La deuxième entrée, c'est mettre en œuvre dans chaque école et dans chaque établissement des projets de prévention centrés sur les problématiques de santé. Et vraiment, le programme qu'on va vous présenter rentre très clairement dans ce deuxième point. Et créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire des élèves. C'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre des élèves qui vont bien, qui sont en bonne santé, et les résultats qu'ils ont à l'école. Le programme que nous avons monté avec l'ARS a pour objectif de renforcer les compétences psychosociales. Bon, vous avez une définition là, des compétences psychosociales. Je pense que Mme Segretin y reviendra dans son intervention. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement pour vous dire qu'il y a un double enjeu. Et ce double enjeu, aujourd'hui, il n'est pas forcément perçu par l'ensemble des enseignants qui mettent en place ce programme. Le premier enjeu, il est immédiat. C'est-à-dire, nous montons un programme qui permet aux enfants de mieux comprendre leurs émotions, de mieux communiquer avec les autres, qui permet aux enfants aussi de peut-être mieux interagir. Et ce programme, ce qui en est attendu par les équipes enseignantes, c'est qu'il ait un effet immédiat dans l'école. Et notamment, très souvent, nous relions la mise en place de ce programme à la nécessité parfois d'apaiser un climat de classe, un climat d'école qui ne serait pas un climat serein. C'est vrai que ce premier point est un point important puisqu'il a un impact direct sur la santé des élèves. J'étais hier sur une situation d'école qui était en très grande difficulté de ce point de vue-là et on m'expliquait comment, parce qu'il y avait des enfants qui étaient violents dans la classe, un certain nombre d'élèves allaient mal, parce qu'ils voyaient des choses qui les mettaient en insécurité. Et de ce fait-là, effectivement, ça avait un impact direct sur leur santé. Donc ce premier point, qui est un point à effet immédiat, il est vraiment important. Mais il y a un deuxième enjeu, et cet enjeu, il est à plus long terme, et il concerne ce que va devenir l'enfant lorsqu'il sera adolescent, lorsqu'il sera adulte. Et l'un des points qui est un point important, et qui était à l'origine, historiquement, du concept même de compétences psychosociales, c'est tout ce qui va concerner la prévention des conduites addictives. D'où l'importance dans notre partenariat, d'abord aussi, des associations qui sont en lien avec la prévention des addictions, la prévention de l'alcoolologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la littérature nous montre bien qu'il y a un lien direct entre ces programmes que nous développons à l'école chez de jeunes enfants et la façon dont ils pourront ensuite se comporter face aux addictions, comment ils pourront prévenir les addictions, comment ils pourront prévenir aussi des comportements qui sont des comportements violents. Ce deuxième objectif est pour nous un objectif extrêmement important. Alors, sur le premier objectif, c'est-à-dire l'amélioration du climat scolaire, nous rejoignons là une préoccupation qui est une préoccupation de notre ministère, où nous essayons de vraiment agir pour que dans les écoles, pour que dans les établissements, la qualité de vie soit la meilleure possible. Je vous ai montré ici ce qu'on appelle une marguerite et on voit bien que ces questions-là vont nécessiter de la part des enseignants des entrées qui sont des entrées multiples. C'est-à-dire qu'on va agir aussi bien sur une stratégie d'équipe que sur la qualité de vie à l'école, que sur les pratiques partenariales, la coéducation, la prévention des violences, la coopération, la justice scolaire.
Je dirais que notre programme dont on parle là cet après-midi, en santé à l'école, on va le situer peut-être aussi bien dans la coéducation, la qualité de vie à l'école, la stratégie d'équipe, la prévention des violences et du harcèlement. On voit bien que nous rejoignons dans la mise en place de ce programme un certain nombre d'entrées qui sont des entrées qu'aujourd'hui nous essayons de travailler au niveau national dans le cadre de ce que nous faisons avec la délégation ministérielle à la prévention de la violence, la prévention et lutte contre les violences en milieu scolaire. Alors, le programme en santé à l'école, c'est d'abord, dans notre région et notre académie, un partenariat institutionnel au plus haut niveau entre la directrice générale de l'Agence régionale de santé et le recteur de l'Académie de Nantes, monsieur Marois. Partenariat qui est complété aussi par l'URADEL, c'est-à-dire le réseau des écoles privées de notre académie. C'est à ce niveau-là que les choses se décident, se pilotent, et ensuite, les partenaires opérationnels qui interviennent, c'est l'IREPS, que représente Mme Segretin, l'AMPA, donc, alors j'ai toujours du mal avec les sigles, mais nous sommes sur la prévention en addiction, non pas en addictologie et en alcoolologie, la Fédération Addiction. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, quand on se réunit dans un comité de pilotage, c'est comment faire pour que des actions qui se mettent en place ponctuellement, qui donnent satisfaction, là où on les met en œuvre, dans le cas d'une expérimentation, comment va-t-on passer de cette expérimentation à une politique qui est une politique qui touche un nombre important d'élèves. Donc nous sommes dans une stratégie qui est en pleine évolution. Des évaluations sont en cours pour voir comment fonctionne le programme. Ces évaluations vont nous permettre de mieux comprendre les décisions que nous aurons à prendre pour faire en sorte que nous passions de l'expérimentation à la généralisation. Je pourrais dire que ce passage-là, c'est aussi le passage de la prestation, alors qui est un terme pour nous qui est complètement exotique. On ne parle jamais de prestation dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que la première fois que je suis venu à l'ARS, on a commencé à parler de prestation. J'avais du mal à comprendre de quoi on parlait. Donc, comment on peut passer pour nous d'une logique de prestation à une stratégie qui sera une stratégie de formation et de diffusion. Alors, je vous ai donné ces quelques chiffres parce que lorsque la journaliste du Monde est venue, Madame Rosier, elle m'a posé plein de questions sur les chiffres. J'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, donc vous les avez là, mais c'est simplement pour qu'on ait un ordre d'idée. C'est-à-dire qu'une académie comme la nôtre, c'est 2848 écoles publiques et privées. Alors, on est content parce que dans le programme, on touche 61 écoles. C'est 21 272 enseignants. Alors, on est content parce qu'on touche 300 enseignants. Jusque-là. Ça concerne 247 476 élèves. Ce qui veut dire qu'il y a un pas à franchir entre ce que nous faisons aujourd'hui et une politique qui touche un nombre important des élèves qui nous sont confiés. Donc, ce que nous faisons, c'est intéressant, c'est bien, c'est une expérimentation. Maintenant, comment fait-on pour qu'on aille vers une généralisation? Alors, ce que je propose, c'est peut-être de considérer déjà que l'école, elle n'est jamais isolée. L'école, elle est au sein d'une communauté éducative. C'est-à-dire que, et c'est très clair quand on voit ce qui se passe dans une école, là où ça marche, c'est là où l'école fait des liens autour de ce programme avec la collectivité territoriale, avec la mairie. Lorsque les liens sont très clairs aussi avec les autres acteurs, les autres communautés éducatives qui vont travailler autour de l'élève, c'est-à-dire les animateurs du centre périscolaire, les personnels qui vont intervenir au niveau de la restauration scolaire. C'est aussi une école qui est en capacité de bien travailler avec les familles. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est qu'un programme aussi merveilleux soit-il, s'il n'est que le fait de l'école et si on ne prend pas la peine d'associer les familles, quelque part, ce programme va trouver ses limites. Puis le deuxième point, il est important pour nous aussi, c'est qu'on considère que l'école, elle appartient à une institution qui est l'éducation nationale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour ce qui est de l'école au sein de la communauté éducative, nous allons, quand nous
devons faire des choix, parce que nous devons faire des choix à certains moments entre plusieurs écoles. Nous allons favoriser les projets qui sont véritablement portés par une équipe. Ça veut dire aussi que le programme fonctionnera bien, c'est-à-dire les interventions des uns ou des autres, ça fonctionnera bien si les interventions sont cohérentes avec les modèles pédagogiques qui sont pratiqués par les enseignants. Je dirais même plus, le programme, on sait qu'il fonctionne bien lorsqu'il a un impact sur les modèles pédagogiques que vont développer les enseignants. C'est-à-dire que le programme fonctionne bien si les enseignants enseignent différemment après d'avant. Deuxième point, je vous l'ai dit, c'est être vraiment attentif au partenariat avec la collectivité territoriale et dès que nous le pouvons, nous travaillons le plus étroitement possible avec la collectivité territoriale. Et puis les familles, au-delà de l'association dans une démarche, je pense qu'il est vraiment important que les familles se sentent actrices de ce que nous conduisons lorsque nous développons ce type de programme. L'école au sein de l'institution éducation nationale. Alors, pour nous, il y a un point qui était vraiment un point dont on a parlé au dernier comité de pilotage, c'est que nous avons à traiter toutes les demandes qui nous remontent. Mais nous ne sommes pas sûrs que le programme soit bien développé là où les élèves en ont le plus besoin. C'est-à-dire que nous avons aussi, en tant que responsable d'un territoire, nous avons aussi comme responsabilité de croiser ce que nous faisons avec un certain nombre d'indicateurs que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il serait certainement très pertinent de faire quelque chose, et pour autant, les écoles ne font pas remonter de demandes. Donc nous évoluons sur cette question-là. Parce que c'est plus facile, effectivement, d'intervenir là où il y a une demande, même si cette demande, on l'a fait un peu bouger, que d'intervenir là où personne n'a rien demandé et où pourtant nous savons qu'il y a des choses à faire. C'est-à-dire que notre travail, ça va être de faire émerger une demande là où il nous semble pertinent d'intervenir. Donc ça, c'est un point qui est un point à relier avec ce que je vous disais sur la généralisation, c'est-à-dire quels sont les secteurs de l'académie où nous devons en priorité intervenir avec un programme du type En santé à l'école. Ça concerne l'éducation prioritaire, ça concerne l'éducation prioritaire en milieu rural isolé, et ça concerne un certain nombre d'endroits qui sont des endroits peut-être un petit peu excentrés de notre académie, où effectivement les écoles peuvent se sentir isolées, au point d'ailleurs qu'elles ne prennent même pas l'initiative de demander qu'on vienne intervenir chez elles. Le deuxième point, c'est s'assurer de la pérennisation de l'action. C'est-à-dire, la prestation, c'est ponctuel. Là où vraiment nous allons être efficaces, c'est quand nous allons engager un processus qui va s'inscrire dans le temps dans cette école. Pérennisation dans l'école, mais pérennisation aussi chez les enseignants qui vont être formés et qui, lorsqu'ils changeront d'école, iront dans une nouvelle école avec ces compétences qu'ils auront pu construire et donc qu'ils pourront transférer. Favoriser les outils de diffusion. Nous avons besoin de diffuser. Donc, je suis très content de cet article, de tout ce que nous mettons sur nos sites, de tout ce que nous pouvons faire pour que la culture professionnelle des enseignants s'enrichisse de l'expérience qui est conduite dans l'académie. Encourager les mutualisations. Nous avons besoin aujourd'hui de prendre appui sur ce qui s'est fait pour le développer, le diffuser, pour que d'autres puissent effectivement s'engager dans ce type de travail. Mais le dernier point est certainement le point clé. C'est-à-dire que finalement, nous réussirons vraiment à atteindre notre objectif sur un large public lorsque nous intégrerons la réflexion sur le renforcement des compétences psychosociales dans la formation initiale des enseignants et dans leur formation continue. Alors aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore, mais les contacts sont pris avec les responsables de la formation initiale des enseignants, c'est-à-dire l'École supérieure du professorat de l'éducation, l'ESP. On a une écoute très, très attentive de la part du directeur de l'ESP de Nantes sur ces questions-là, de façon à ce que nous puissions avancer. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que les enseignants qui débutent sont très, très en demande de travailler ces questions-là. Et puis nous avons aussi à travailler sur la formation continue des enseignants pour qu'ils puissent, alors ceux qui sont déjà formés, ceux qui ont déjà quelques années d'expérience, pour qu'ils puissent accéder à ces programmes de formation de façon à ce qu'eux-mêmes
puissent intégrer dans leur façon de travailler ce que nous faisons dans le cadre du renforcement des compétences psychosociales. Voilà où se situe aujourd'hui notre questionnement à partir de l'expérience que nous avons engagée depuis maintenant 2015 avec l'IREPS. Et je vais vous passer la parole, Madame Segretin. Vous allez rentrer dans le vif du sujet.